Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bonjour. Voici votre émission de rendez-vous de la lecture. Comme on fait tous les fois, on commence par l'information et ensuite, nous avons une entrevue avec un invité. Et aujourd'hui, notre invité n'est nul autre que Claude Sauvageau, qui écrit d'une façon régulière depuis quelque temps. Donc, on va parler beaucoup de son nouveau livre, ses Noces d'or. Tout à l'heure, on va en parler beaucoup, ainsi que des autres livres qu'il a fondus, puis peut-être d'un livre qui s'en vient. Et puis pour le moment, on va surtout parler de suggestions de lecture. Ceux qui ont écouté l'émission Tout le monde en parle de dimanche dernier, il y a eu comme invité M. Michel Jean. Michel Jean, qui est chef d'antenne, animateur, reporter d'enquête, qui est également écrivain. M. Michel Jean, c'est un Inou. Même si son faciès ne dit pas que c'est nécessairement un Amérindien, c'est un autochtone qui a rapporté, regardez bien ce que je vais dire, ça c'est extrêmement important, il a remporté le prix Québec, France-Québec, pour son roman Cocoon. Cocoon, ça c'est un Inou, qui veut dire grand-mère, semble-t-il. Donc, c'est tout un honneur qui a rejailli sur M. Michel Jean, qui voit ses livres, parce que c'est pas son premier livre. Et là, comment je vous dis, c'est que c'est un honneur pour un Inou de recevoir un tel prix, parce que c'est un prix vraiment reconnu. Permettez, je vais lire un résumé de ce que j'ai pu collecter. Il est né en 1960. Il détient une maîtrise en histoire de l'Université du Québec à Montréal et œuvre dans le milieu du journalisme depuis 1985. Il a travaillé à Radio-Nord, à Radio-Canada, à RDI et à TVA, où il a notamment co-animé l'émission J1. Son premier titre, Envoyé spécial, ça paru aux éditions Stanquet en 2008, découle directement de son expérience de reporter. Il en va de même pour certains de ses autres romans, comme Un monde mort comme la lune, Libre expression, 2009. Tsunami, Libre expression, 2017. Si l'un nous amène à Haïti et l'autre au Sri Lanka, ils ont tous deux le même personnage principal, qui est le journaliste. Elle et nous, Libre expression 2012, aborde ses origines Inou à travers l'histoire de sa grand-mère, Jeannette Siméon. Alors que le vent en parle encore, Libre expression 2013, traite des pensionnats autochtones. S'il ne se perçoit pas comme un militant, Michel Jean entend bien sensibiliser ses lectrices et lecteurs aux enjeux autochtones. Après avoir co-dirigé le recueil de nouvelles Pourquoi cours-tu comme ça, Stanquet 2014, il a réuni 10 autrices et auteurs des Premières Nations dans le collectif Amun, Stanquet 2016, qui a récemment fait l'objet d'une réédition en France. Plusieurs de ces romans, combinant la rigueur journalistique et la sensibilité de l'écriture romanesque, ont été réédités en format de poche chez Stanquet. Et là, comme vous dites tout à l'heure, son plus récent titre, Cucum, Libre expression en 2019, nous ramène sur les rives du Fécu-en-Cami, en bon français, le lac Saint-Jean. Donc, si vous avez l'Internet, vous pouvez taper sur Google Kwahiatonk, K-W-A-H-I-O-T-O-N-H-K. C'est un organisme qui fait la promotion
et la diffusion de la littérature autochtone. Donc, je crois que si on veut s'ouvrir au monde, voilà, puis surtout quand on sait que ce roman-là, de l'Autochtone, a remporté le prix France-Québec 2020. Deuxième livre. C'est écrit des Forges. Donc, ceux qui aiment la poésie, là. Écrit des Forges. Son livre, c'est Un voyage d'hiver. Un voyage d'hiver est un hommage à Schubert. À vous d'entrée de jeu, Pierre Châtillon. Un voyage placé sous le signe de la vieillesse et de la mort. Mais surtout, un voyage qui, à l'image de l'auteur, est rempli d'images personnelles, de clins d'œil et d'humour. En toute complicité avec ses lecteurs, le poète s'attaque aux préjugés sur l'âgisme, la vieillesse et la mort. Donc, si vous aimez la poésie, vous avez quand même. Puis, monsieur, il est à rappeler que M. Châtillon a déjà remporté des prix littéraires. Ici, je n'ai pas le temps pour faire. On peut donner peut-être un grand oiseau blanc, je donne un aperçu de sa poésie. Un grand oiseau blanc au cœur de nuit. Un grand oiseau noir au cœur de neige. Qui donc faut-il croire? Un immense incendie au cœur de pluie. Un lac profond. Poisson de feu au fond. Et parfois ce soleil au cœur hérisson. Hérissé de glaçons, j'arrive au bout de ma vie. Et je ne sais plus où j'en suis. Ça donne une idée de la littérature, de la poésie de M. Châtillon. Et finalement, je vais dire, pas finalement, c'est j'en ai quelques autres. Toujours aux éditions, sur les écrits des Forges, un livre de Mme Geneviève de Tartre. Ça s'appelle Mes ailleurs. Mes ailleurs met en scène les tribulations d'une femme qui se construit à travers les voyages, les rencontres et l'écriture. Mais là, événement de la vie publique et personnelle, les poèmes dressent une sorte de portrait intime du Québec littéraire. Mais ailleurs est le troisième recueil de la poète aux écrits des Forges. Il met en scène quelques épisodes de la vie d'une femme de lettres. Ce faisant, l'auteur ou l'autrice dresse le portrait intime du Québec littéraire des 40 dernières années, mêlant de cette façon les événements de la vie publique à la vie intime. Madame de Tartre donne vie à la culture québécoise telle qu'elle se fait. Donc, si vous aimez la poésie, vous êtes celui près de là. On m'a parlé, malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi, de Mme Monique Lafortune, semble-t-il, de Berthierville, qui vient de publier les éditions Le Sort, qui fait partie du groupe de l'apothéose de la Norette. Un livre qui s'appelle Lune de miel et Lune de fiel. Lune de miel et Lune de fiel. Donc, l'ensemble est un roman. Et ici, j'ai un livre que j'ai reçu, toujours de l'apothéose. C'est écrit par M. Rénald Le Cavalier. Et qui est M. Rénald Le Cavalier? C'est un avocat à la retraite. Il a mené une brillante carrière au sein de multinationales réputées. Son expertise des lois québécoises et canadiennes, tout comme ses compétences en matière de conventions internationales et de droit américain, se retrouvent dans ses thrillers juridiques, teintés de romance, d'action et d'évasion. Il vit à Brossard. Donc, ici, là, j'ai les trois guerrières, et on peut résumer, si jamais ça vous intéresse. Et là, ici, je regarde un peu. C'est un livre que j'ai vraiment reçu tout dernièrement. Il semblait que ça a été publié en 2020. Mai 2016, Washington, dans l'industrie de Columbia, c'est le résumé de l'œuvre. L'ancien ambassadeur d'Espagne, Ernesto González, est retrouvé assassiné dans sa chambre à Lexington, un hôtel chic. En tout cas, si jamais vous aimez les choses d'espionnage,
des drames, tout ça, des trois guerrières, et le troisième psaume, des aventures de Christophe Marceau, et le suite du roman Serment de Nélin, qui a figuré en liste pour le prix Saint-Pacôme du roman policier en 2020. Donc, c'est quelqu'un qui semble écrire comme il faut. Donc, vous avez ce qu'on vient de dire, vous avez le choix entre la poésie, un roman, et les romans, et surtout, en apprendre davantage sur les Amérindiens. Mais si, encore une fois, je le dis, si par hasard vous avez des livres, vous avez lu un livre, vous avez dit, ce livre-là, il est récent, j'aimerais qu'on en parle, vous m'envoyez ça à Louis M. Kimpton, arrobas, ou a commercial, gmail.com. Vous me dites, ben, ce livre-là, j'aimerais qu'on en parle, parce que je l'ai beaucoup aimé. On pourrait faire une collégialité à ce niveau-là. Et je crois que maintenant, nous sommes prêts à accueillir notre invité. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir M. Claude Savano. Ça fait plaisir, moi aussi, de vous aller. Bon, fait que là, on va se tutoyer, parce qu'on se connaît depuis des lustres, là. Oui. Là, il y a un livre tout récent. Oui. Tu as dit que tu vas lancer officiellement Oui, le 6 décembre. le 6 décembre, qui va marquer exactement le jour soulignant tes noces d'or dans la prêtrise. C'est ça. J'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu. Voilà. Alors, c'est ce livre-là, ici, que j'ai pensé publier sous forme de mémoire. Tu sais, quand on célèbre un événement comme celui-là, quand c'est un anniversaire, c'est important de faire le point dans sa vie. Alors, c'est ça que j'ai essayé de faire, de mettre ma vie, oui, par écrit, de raconter, de me raconter. Ouais. Alors, ce que je fais dans un premier temps, dans ce livre-là, alors j'écris l'itinéraire de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie, dans mes 50 ans? Là? C'est quoi mon idéal que j'avais avant de commencer? Et comment je l'ai réalisé au cours des 50 dernières années. Ouais. Ensuite, j'écris dans ça, il y a les événements dans le premier chapitre, oui, mais de l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce que moi, c'est quoi mes joies que j'ai vécues? C'est quoi mes peines aussi que j'ai vécues? Et puis aujourd'hui, où j'en suis rendu? Ça divise un peu mon livre. Ah, bon. Maintenant, vous avez parlé de joie et de peine. J'aimerais que vous puissiez me dire, je ne sais pas, votre plus grande joie ou la plus grande joie que tu as ressentie. C'est ça. Alors moi, ben, avant de parler de joie, je vais parler de mon idéal. Hein. Oui, oui. Si je suis prêtre aujourd'hui, c'est quand j'étais jeune, j'ai vu un prêtre qui était un bon monsieur. Un bon monsieur. Et moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Champlain, Oui. près du Cap de la Madeleine. Et il y avait un curé de mon village qui venait chez nous. Puis il parlait, j'étais jeune, j'avais 5-6 ans. Il parlait de Jésus sûrement, mais moi, quand il venait chez nous, il regardait plutôt le jardin, il venait nous voir. Il semblait bon. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai reconnu en lui une phrase de la Bible. Je suis le bon pasteur connaît ses brebis le connaissent et il les aime. Et ça m'a inspiré. Au moment de choisir ma vocation, c'est cet appel-là, c'est cet idéal-là qui m'est revenu. Je suis le bon pasteur connaît ses brebis le connaissent et il les aime. Et j'ai essayé au début de mon ministère, moi j'étais à Lavaltrie. Lavaltrie, il y a 50 ans, hein, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile de connaître les gens. Alors, c'était ma première grande joie. Mon premier ministère, c'était ma première grande joie. Ensuite, il y a eu des joies qui sont prolongées. Et ensuite, j'ai été nommé curé à Notre-Dame-de-la-Merci, à Entrelacs, dans le nord de la Naudière. Là aussi, c'est 2 petits milieux. Hein? Alors, c'est relativement plus facile dans des petits milieux encore. Des milieux touristiques, des milieux où il y a moins de contraintes. Hein? C'est des lacs,
les montagnes, les gens qui étaient villégiateurs. Alors, j'ai pu réaliser mon idéal là aussi. Et ensuite, je suis arrivé à Berthier. Là, Berthier, c'était beaucoup plus grand par rapport aux autres paroisses que j'ai vécues. Mais je connaissais les gens parce que moi, ma famille est ici, j'ai grandi ici aussi. Alors, mes plus grandes joies, c'est l'attachement aux communautés dans lesquelles j'ai été. Correct? De sorte que mes plus grandes peines vont de pair. C'est que si tu aimes le milieu, les paroisses où tu es, quand tu pars, tu as un détachement à chaque fois. Alors, c'est ça, c'était mes joies, mes peines. Et si tu me demandes maintenant, ma plus grande peine, ben, c'était justement, c'est quand je suis parti de Berthier. Quand je suis parti de Berthier, j'en parle. Hein? C'était un grand détachement. D'autant que, mettons, quand je suis parti des autres paroisses, bien, il y a un détachement pour prendre un attachement après. Mais quand je suis parti de Berthier, c'était un détachement. Puis il n'y avait rien après. Alors ça, c'était une grande peine dont je parle aussi, des circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Mais par contre, ça m'a permis de vivre autre chose. Hein? J'ai vécu une année de ressourcement à Québec qui m'a permis de me refaire. Et puis là, j'ai été invité à aller animer ou collaborer comme accompagnateur spirituel dans des maisons de retraite où il y a beaucoup de gens mal pris, spirituellement, moralement, parfois physiquement et économiquement. Je n'avais pas été appelé dans mon ministère à rencontrer des gens là, appauvris, puis désespérés. Et puis là, ben, j'ai été appelé à rencontrer ce monde-là. Puis ça rentrait beaucoup dans mon ministère, dans mon idéal. Mon pasteur connaît ses brebis le connaissent et il les aime, puis spécialement les personnes plus défavorisées. Alors ça, c'était des grandes joies de mon ministère. Aussi, une grande peine qui a amené des joies supplémentaires. Tout à fait. Vous avez déjà été, vous avez déjà parrainé des gens qui voulaient devenir prêtres. Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie des joies, ça aussi. Hein? Les joies, c'était, j'ai parrainé une vingtaine de personnes, d'hommes, qui sont devenus prêtres aujourd'hui. Ça, c'était parmi les grandes joies. Je soupçonne qu'on les suivait. Oui, c'est ça. Oui, je reçois encore des téléphones d'eux autres, je vais les voir aussi, puis ils viennent aussi. Et par contre, ça amène des peines aussi, parce que de voir aujourd'hui la situation de l'Église, la façon dont on traite les prêtres aussi actuellement, spécialement dans les médias. Moi, à chaque fois, j'entends parler ou je vois les médias qui parlent des agressions sexuelles, puis qui démolissent la réputation des prêtres, ça me fait de la peine aussi. Et puis, je vois aussi la situation dans laquelle l'Église vit, hein? Les fermetures d'Église, ça aussi, ça peine. Hein? Alors, dans mon livre, c'est un peu tout ça, c'est un mélange que je fais entre les joies et les peines. Je sais que ce livre-là, c'est vraiment loin d'être votre premier. Ton premier, je soupçonne qu'ici, on en parle un petit peu. Le nombre de livres, La cuisine de M. le curé. Ah oui. Ça, j'avais commencé par ça. La petite vie de M. le curé. C'est M. le curé, on parle d'Armand-Lavallée. C'est ça, oui. Trésor et petits secrets de l'Église de Berthier. C'est ça l'histoire de l'Église. Les belles églises de la Naudière. Oui. Des curés pas comme les nôtres. Oui. Sur la route des pèlerins de la Naudière. Oui. Les saints dans le décor de la Naudière. Et finalement, l'histoire de Berthier. Et puis, comme ça, vous aviez le diocèse de Joliette de 1904 à 1970. C'est ça, puis l'ajout de celui-là, ça en fait 11. En tout. 11 à 11 ans. Bon, là ça amène à ma question. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que prêtre, hein, à un moment donné, à découvrir on pourrait dire, cette passion d'écrire? Ben voilà. Et moi, dans les 40 premières années, je n'aurais jamais pensé écrire. Jamais. Pour les autres, mais pas moi. Et puis quand je suis parti, je me suis dit, j'avais rien, là, je suis tombé à rien. J'étais en année sabbatique à Québec. Et puis pendant cette année-là, ma mère est décédée, ici à Berthier.
Et lors des funérailles, j'avais demandé à un de mes amis prêtres, ou un de mes amis prêtres s'était offert, pour écrire, pour dire un hommage à ma mère. Et puis il a fait un hommage sur la cuisine de ma mère, comment il se sentait accueilli, comment ça sentait bon, comment des choses de ce type-là. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, le plus bel héritage, le plus bel hommage que je pourrais faire à ma mère, c'est de publier justement son livre de recettes. Ouais, ouais. Alors, il y avait dans l'assistance au funérailles un prêtre de Québec avec qui j'avais étudié. J'étais en train d'étudier justement à la Villa Barrès à Québec, et qui me dit, si tu veux faire ça, moi je connais très bien un éditeur dans le bout de la Beauce, de la maison d'édition qui s'appelait la Scott. Ouais. Alors, oui, alors il dit, je vais t'emmener. C'est le monsieur. Il était bien gentil, le monsieur. Mais moi, j'avais un vieux livre de recettes, des pages toutes jaunies et tout. Le monsieur était très, très gentil. Il m'a dit, on n'arrive jamais chez un imprimeur avec un livre comme ça. Pour vous arriver avec une clé USB. Alors moi, je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'est qu'une clé USB. Ouais, ouais. Alors, il dit, je vais vous présenter une équipe d'infographes qui vont vous aider à organiser votre livre. Et je suis allé là, c'était toutes des jeunes femmes. Eux autres ont cru beaucoup à mon projet, beaucoup. Parce que la cuisine au Québec, hein, c'est très vendeur, c'est très... Ouais. Puis la nostalgie aussi. J'avais les deux. Ouais. Fait qu'ils m'ont dit comment organiser mon livre. De fait, ils ont tout repris mon livre, le livre de recettes de ma mère. Ouais. Moi, j'ai ajouté les histoires qu'il y avait avec quand elle faisait ça. Ouais. Et puis, j'ai commenté des recettes aussi. Et puis, je les avais expérimentées aussi. Ouais. Et puis, c'était mon best-seller. Ça s'est vendu très bien. Puis, monsieur, il s'appelait M. Grégoire. Il m'avait dit, si jamais vous voulez en publier d'autres, bien, c'est votre premier livre qui doit être un succès. Parce que ça vous fait des fonds pour publier le deuxième. Exactement. Puis le deuxième va faire des fonds pour publier le troisième, puis ainsi de suite. Exactement. Puis comme mon premier était un succès, Ouais. bien, ça m'a permis de faire ça. Donc, après ça, j'ai écrit La Petite Vie, parce que là, c'était les recettes de ma mère, la première, mais c'était, je me suis permis, j'ai appris, j'ai pris conscience que publier des livres, c'était pas si difficile que ça. Exact. Hein? J'ai pu réaliser une fois. Donc là, puis c'était à partir des recettes de ma mère, donc quelque chose qui existait déjà. Mais là, après ça, je me suis dit, moi, dans ma vie de prêtre, j'avais 40 ans d'expérience, j'ai accumulé beaucoup de petites histoires, tu sais. Comme n'importe quelle profession, un médecin va avoir des histoires à raconter, un plombier ou n'importe qui. Moi, dans mon domaine, j'avais plusieurs choses que je pouvais raconter. Donc, c'est La Petite Vie. À ce moment-là, il y avait la télévision, La Petite Vie, tu sais. La Petite Vie, des petites choses concrètes là, de la vie. Là, hein? Moi, j'ai fait La Petite Vie de M. Curé, qui a été un succès aussi. Et puis, j'ai publié, grâce à CTRB en même temps, un disque, un DVD, avec j'ai pris la première émission, la première livre, avec des recettes dedans, tu sais, que je faisais, là. Fait que ça aussi, ça a bien été. Après ça, à Saint-Norbert, les gens voulaient honorer le curé de Vallée. Hein? Le curé de Saint-Norbert, qui avait une réputation de sainteté. Ils sont venus me voir, puis donc j'ai écrit le livre Un saint monsieur le curé. Après ça, comme j'ai été curé de Berthier pendant 12 ans, je connaissais bien l'Église, je le pense. Et voilà, tu penses qu'il y a une famille qui avait accosté son voilier à la marina ici, et qui viennent visiter l'église avec un petit garçon de 10-12 ans. Et puis, ils faisaient le tour du monde, eux autres. Puis, probablement que le petit garçon avait vu des films, lu des revues ou quoi que ce soit, et en Europe, probablement. Puis, il me dit avec la question, dans l'église, est-ce qu'il y a des passages secrets? Puis, de fait, comme on est une vieille église, de fait, on a des passages secrets que bon nombre ne savent pas si tu n'as pas vécu dans ce milieu-là. Fait que
j'y ai compté, puis les gens ont passé un bon bout de temps avec les parents, puis ça m'a donné l'idée de publier ça. Trésors et petits secrets de l'église de Berthier. Ça vient de là. Ensuite, j'ai continué, mais les saints dans le décor de la Naudière. Pourquoi ça s'appelle Saint-Zénon? Pourquoi Saint-Viateur? Pourquoi Saint-Barthélemy? Pourquoi Saint-Thomas? Pourquoi Saint-Élisabeth? Tu sais, et ainsi de suite. Ensuite, bon, j'ai publié différents autres livres aussi. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, comment votre livre est en allé, malheureusement? Vous allez lancer votre livre le 6 décembre à l'église. Vous savez qu'on a 25 personnes Oui. qui vont être là. C'est ça. Est-ce que vous allez, est-ce que ce lancement-là va être par la télévision? Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir peut-être faire ça par Zoom, non? Pardon? Zoom. Non, non, regarde, ça va être, il va y avoir, ça va être, pour le reste, c'est à 25 personnes, là, mais ça va être par CTRB qui va le diffuser la semaine d'après, là. Et puis, ça va être sur Facebook aussi. Sur Facebook, bon, d'accord. Mais, à un moment donné, la COVID va se terminer. Oui. Hein? Va se terminer. Alors, mes frères m'ont parlé qu'après la pandémie, on fera une fête plus élaborée. Tu sais, là c'est parce qu'avec 25 personnes, c'est limité. Mais le nombre de personnes, de mes amis, des paroissiens de Berthier qui seraient intéressés à venir, c'est pour ça que j'ai pensé faire, quand la situation le permettra, soit à la fin du printemps ou à l'été, une célébration où tout le monde pourra venir. Bien entendu, en présence. Est-ce que Monseigneur Lévesque va être là? Oui, Monseigneur Lévesque va venir, mais c'est important pour moi, parce que c'est sûr que le 6 décembre 1970, c'était Lévesque qui avait présidé la célébration. Alors, 50 ans après, la première fois, c'était Monseigneur Odette, René Odette. Et cette fois-ci, c'est Monseigneur Louis Corriveau qui va venir. Il va se déplacer, même s'il y aura 25 personnes, mais 25 personnes plus ceux qui la regarderont en télévision, sur Facebook. Exactement, oui. Parce que, donc, j'ose espérer, comme vous disiez tout à l'heure, quand la pandémie va être finie, vous allez voir, vous pouvez voir comme un genre de deuxième lancement ou oui, c'est ça. Un deuxième lancement avec l'idée peut-être remplie à ce moment-là. C'est ça, oui, c'est ça. Mais au moins, je dis, le fait d'avoir publié ça, puis qu'il soit de distribution assez large, bien, ça me donne une grande joie, c'est une libération de pouvoir le dire. Est-ce qu'il va être, je vois, comparativement aux autres, c'est pour Non, mais là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est des preuves. Des preuves. Au moment où on enregistre l'émission, là, l'impression est encore sous presse. Ah, bon. Alors, aujourd'hui, mais quoi qu'il sorte toujours des preuves avant. Effectivement. Alors, pour les besoins de l'émission, aujourd'hui, j'ai apporté C'est numéro 1. des preuves. Bon, là, vous savez, à un moment donné, déclencher, un élément déclencheur pour je vous soupçonne que vous êtes en train de préparer un autre livre. Oui. Si tu as suivi le journal l'Action d'Autré, Pierre Bellemare a fait un reportage sur l'événement, puis il mentionne que j'ai découvert une deuxième passion dans ma vie, et c'est l'écriture. Ça, je suis content de participer au rendez-vous de la lecture, parce que ça me rejoint maintenant, l'écriture. Alors, quand tu commences à écrire, c'est comme une passion. Exact. Tu es toujours en recherche. Alors là, j'ai un prochain livre qui est déjà commencé. Déjà commencé, oui. Dans le thème de recherche, parce que écrire un livre, c'est pas... Dans quelle direction vous allez? Alors, ça va être la vie berthelaise. La vie berthelaise. Tu sais, j'ai écrit l'histoire de l'église de Berthier, l'histoire de Berthier en général, avec des grands titres, avec les seigneurs, puis le développement industriel, commercial, les rues, et ainsi de suite. Et là, ça va être la vie. Tu sais, je t'ai parlé de la petite vie tout à l'heure, en ce qui me concerne. Ça va être la petite vie des Berthelais. La vie berthelaise. Alors, tu sais, par exemple, la population. Il faut commencer par la population. Exactement, oui. Alors, le premier recensement, en 1681, alors qu'il y avait à peine 80 personnes ici, dont 3 filles du roi. Je mentionne aussi des aspects plus typiques de chaque époque. En 1765, il était rendu près de 300 les personnes.
Et puis j'ai des recensements parce que l'abbé Moreau, il faut avoir des ressources aussi, il faut avoir des liens. Hein. L'abbé Stanislas Moreau, qui a écrit l'histoire de Berthier, donne des noms de famille aussi. Hein. Donc c'est intéressant ce qu'on va faire, c'est des généalogies. Exact. En 1880, on est rendu près de 4000. Oui. Alors, tu sais, bon, donc le premier chapitre va être la population, profil de la population. La population, Et des familles, surtout. D'accord. Deuxième chapitre, ça va être la vie agricole. Parce que la plupart des personnes, beaucoup de personnes, c'est le milieu agricole. Exactement. Bon. Oui. Alors, comment l'agriculture s'est développée? Tu sais, au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, avec les salons de traite et puis les robots. Oui. Ensuite, ça va être la vie de l'Église du temps. Oui. Tu sais. Alors, tous les travailleurs de l'ombre, là, ça ne sera pas sur les curés, mais comme les sacristins, sacristines. Exactement. Les gens qui s'occupaient de l'Église. Là. Après ça, ça va être les rassemblements, les clubs sociaux qui ont été dans Berthier. Ouais. Et puis, il va y avoir aussi les services à domicile. Par exemple, autrefois, le médecin se rendait à domicile. Le laitier passait par là. Le boulanger. Hein? Les fruits et légumes. Ouais. Hein? Alors aujourd'hui, ben, c'est le métro, c'est l'IGA, c'est une nouvelle façon de faire. Et puis, donc, ça va être le Turbac, c'est la petite vie. Et puis, ça va se terminer par un grenier aux images. Bonne idée. Tu sais, beaucoup de photos, là. Parce que quand tu sais que quand on lit un livre, souvent, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Les photos. Les photos. C'est vrai. Oui. Hein? Alors, si tu remarques, mes livres, moi, sont toujours imagés. Oui. Toujours Mais illustrés. moi, je pourrais prendre une de ces pages, jouer des photos. Oui. Pour leur montrer comment on peut s'entendre. Exemple, comme ça, là. Oui, bon, regarde ici. Regarde ici, ça, c'est un voyage en République dominicaine. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié d'aborder cette chose-là. Vous avez fait beaucoup de voyages aussi. Oui. Et puis ça, c'est ici, au Kenya, en Afrique. Ah oui, parce que peut-être c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas parlé dans ce livre-là. C'est qu'au fur et à mesure de ma vie, j'ai fait des voyages. C'est sûr que quand j'étais ordonné il y a 50 ans, les voyages n'étaient pas tellement populaires. Tu sais, on ne gagnait pas des fortunes en tant que prêtre. Là, hein. Mais 10-15 ans après, j'ai un de mes amis qui était aumônier dans une polyvalente de Laval et qui, lui, organisait un voyage en Europe avec des jeunes. Puis il avait besoin d'un adjoint, tu sais, pour l'accompagner dans ce voyage-là. Puis c'était un voyage en Europe, en France, en Italie, et en Suisse. Et puis c'était extraordinaire. On a pu rencontrer le pape, entre autres, puis c'était très, très beau, très beau. Puis ça m'a donné la piqûre. On a continué ensemble. D'ailleurs, pour mon 50e anniversaire de sacerdoce, c'est lui qui va faire l'homélie ce jour-là. Ah oui? Oui. Alors, donc, ça m'a permis de faire beaucoup de pays en Europe, beaucoup de pays en Amérique centrale, en Amérique latine, en Amérique latine. Et puis, après, donc, c'était pendant mes 40 ans, j'ai fait ce genre de voyage-là. Et puis, après 40 ans, je te dis, après la séparation, la rupture, la peine, j'ai connu un autre prêtre qui était à la Villa Marès aussi, et qui, lui, se spécialisait dans les voyages humanitaires et missionnaires. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de l'accompagner dans quelques voyages. C'est comme ça que je me suis rendu en Haïti, dans un mouroir dirigé par les sœurs de Mère Teresa, où j'ai exercé, croyez-le ou non, le métier de massothérapeute pendant un mois. Quand tu arrives là, chacun a une mission à faire. Et là, ici, la massothérapie, hein, c'est un événement, une profession qui est exercée surtout en cabine ou Mais là-bas, en Haïti, hein, les gens, il y a des grands mouroirs, des grands dortoirs. Les gens ne meurent pas seuls, isolés, hein, c'est en groupe. Et puis, c'était la même chose. Donc, la massothérapie s'exerce devant tout le monde. Ils m'ont donné uniquement quelques rudiments, là, et puis la crème. Puis... Donc, j'en parle, je montre des photos de ça dans mon livre. Donc,
on a une idée vraiment Ouais. de qui est, Ouais. qui est M. Claude C'est ça, Claude c'est Sauvageon. ça. Ensuite, je suis allé au Salvador pour un projet de construction. Et tu sais que la construction, moi, c'est pas mon fort, c'est pas mon talent. Là, tu sais, Ouais. travailler avec le marteau, puis la scie, c'est pas dans moi. C'est pas mon talent, j'ai pas développé ça. Alors, on m'a confié l'horticulture. Enfin, j'ai un grand jardin, j'ai des fleurs, Ouais. on m'a confié l'horticulture. Mais seulement que la terre du Salvador est très, très différente de la terre de Berthier. Hein. Oui, quand même, oui. C'était dur comme la table, la terre. là. Oui. Il a fallu que des gens salvadoriens en forme, là, avec des pics, viennent comme casser la terre. là. Exact. Il fallait mettre la terre dans un bain d'eau toute une nuit pour l'assouplir. Oui. Il fallait aller dans les champs, chercher des bouses de vache pour faire de l'engrais. Puis eux autres aussi, c'était sec. Bon, alors j'ai réussi à faire un peu terrassement là, Oui. pour planter des fleurs. Ça aussi, ça a pris un mois. Mais c'est une très belle expérience. Très belle. Au Des Salvador. expériences qu'on n'oublierait pas. Et puis, on vivait avec les Salvadoriens. là. Ouais. Ensuite, je suis allé aussi au Kenya, en Afrique, avec les Pères Blancs. On était tout près d'un bidonville. Alors ça, c'était une autre expérience intéressante. Ensuite, on était en République dominicaine. République dominicaine, les Québécois voient surtout les plages, les palmiers, les hôtels et tout. Mais quand on va dans l'arrière-pays, puis même en arrière des plages, là, il y a beaucoup de situations difficiles. Là. Alors, je suis allé là, j'en parle aussi, j'ai des photos de ça aussi dans le livre. Oui. Puis mon dernier voyage, et un des plus beaux, était en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays exactement en dessous de nous autres, le globe terrestre. Là, mettons qu'on est au-dessus, Oui. en dessous. Mettons, aujourd'hui, on est dans l'après-midi. Oui. Ben, là-bas, il va être le lendemain matin. Tu sais, Oui. Alors, j'étais là. C'était une expérience intéressante. La Nouvelle-Calédonie est une petite île française située entre l'Australie Oui. et la Nouvelle-Zélande. Oui. Et là, parce qu'on revient à la formation des futurs prêtres, il y a un abbé qui s'appelle Berthier Lavoie, qui a été missionnaire là pendant 40 ans. Ah bon? Puis il est revenu ici, puis il a demandé à l'évêque d'être prêtre, et puis c'est moi qui l'ai accompagné. Ah bon? Alors, après son ordination, comme son voyage de noces, Oui. il m'a invité à l'accompagner en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on a vécu avec les tribus indigènes et puis toutes les cérémonies, puis les églises pleines. Vous avez resté là combien de temps? Un mois, là aussi. Un mois aussi. Fait que c'était... Donc, je parle de tout ça dans mon livre. En tout cas, ça me semble. En tout cas, j'allais donner spectatrice, j'allais donner spectateur. J'ai l'impression que quand vous allez acheter ce livre-là, vous allez découvrir Claude Sauvageon en tant que prêtre, en tant que personne aux facettes multiples. C'est ça, parce que les gens m'ont vu comme curé, que la facette extérieure, c'est la même chose, c'est le même homme, hein? Mais un petit peu dans le plus concret, dans la petite vie, on peut dire. D'accord. Là, tu m'as dit tout à l'heure là, que dans la vie personnelle qui s'en vient, là, Oui. une vie vraiment de la façon dont tu m'as expliqué, non seulement c'est l'histoire même en est, c'est du vécu. Oui. À chaque période, comment on vivait dans le quotidien. C'est ça, oui. C'est la vie, c'est pour ça qu'on parle de la population au début. Là, tu sais. On ne vivait pas la même chose en 1681 Oui, qu'en 1920. exactement. Donc, c'est des choses vraiment. Là. Ben, Écoutez, moi, j'ai hâte de vous lire. Ben oui. Normalement, c'est supposé paraître en 2021. Bien, 2021, et ce que j'aimerais ça en 2021, mais il y a une date qui est importante pour le Berthier, c'est 2022. Parce que, pourquoi qu'est-ce qu'il y a en 2022? En 1672. C'est ça, 1672. À 1922, ça fait combien? Ça fait 350 ans. 350 ans. On a fêté le tricentenaire en 1972. Oui. Donc, en 2022, 350 ans. 350 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a un comité qui prépare les fêtes ou quoi que ce soit, mais moi, mon apport, j'aimerais ça. On va fournir ça à ce moment-là. Oui, ça me semble que c'est un apport pour que les gens... tu sais, pour vivre aujourd'hui, surtout que ça va vite, il faut savoir d'où l'on vient Oui, pour savoir où l'on va. exactement. Alors là, dans mon premier livre, c'était les grandes dates, les grandes choses. Oui.
Mais dans mon deuxième livre, celui-ci, ce serait la vie. Comment le style de vie Exact. a changé, Exact. s'est transformé. C'est transformé profondément. Fait que ce sera pas aussi mon apport que je voudrais laisser à la communauté bâtonnaise. Exact. En tout cas, je te remercie beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Louis-Marie. Hein? Fait que l'important, c'est que, donc, n'oubliez pas, les deux derniers, le diocèse, 1904-1970, et puis les noces d'or de Claude. C'est ça. Peut-être aussi, on pourrait dire que ce livre-là est encore en vente actuellement. Vous pouvez le trouver au métro. Au ici, métro? À Berthier, oui. Vous pouvez le retrouver à l'église aussi, Ouais. au presbytère, à l'église aussi, puis vous pouvez le retrouver chez moi également. Ah bon, d'accord, c'est bon. Et puis celui-ci va être lancé officiellement. Je ne sais pas à quel moment l'émission d'ici va passer, là, mais ce livre-là va être lancé le 6 décembre, Le 6 décembre. le jour de mon anniversaire d'ordination, À 11 à heures. 11 h. Puis après ça, bien, il sera à la Je disposition. laisse pas de tout le monde. En tout cas, je tiens à te remercier. Là, on va rentrer dans la dernière période de l'émission. Mais en tout cas, c'est toujours le plaisir de te recevoir. Et puis, je le mets, si tu as vu un petit peu trop de Berthier, de me faire revenir comme pas prêtre régulier, mais Ça m'arrive à l'occasion d'ailleurs, hein, de venir collaborer avec Daniel. Daniel, bon, Ça arrive d'accord. à l'occasion. fait que, Puis ça arrive aussi que, encore cette semaine, j'ai 2 célébrations. Il y a des gens qui décèdent, ouais. hein, et Et parce qu'ils m'ont connu. toujours. Oui, c'est ça. Bon. Je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir, puis tu continues toi aussi ton beau travail dans les rendez-vous de la lecture. Là, ça ne va pas passer. Si on écrit, c'est pour que des gens puissent lire. Exactement, oui. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, l'émission se termine. Donc, je tiens à remercier CTRB de nous donner le CTRB de diffuser cette émission de rendez-vous de la lecture. Je tiens à remercier M. Kevin, qui est notre technicien, mais surtout aujourd'hui, je tiens à remercier infiniment l'abbé Claude Sauvageau d'avoir participé à cette émission. Et on souhaite que il y a des noces d'or, il faut avoir des noces de diamant aussi. Oui. Ça, c'est 60 ans. Oui. Puis, entre-temps, de lire avec passion, c'est justement de mieux connaître Claude, c'est déjà c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Avant de dire d'autres merci, je voudrais vous dire qu'on va faire une émission spéciale le 9 décembre. On va voir Jean-Pierre Veillant. Il va nous parler, il va peut-être se transformer en ours, en clown. Ça va être beaucoup pour les enfants, puis pour ceux qui ont encore le cœur d'enfant, même s'ils ont 40 ans ou 50 ans. Ça va être une émission spéciale sur ça et sur d'autres livres aussi. Je vais essayer d'organiser, il s'agit de prendre à ce moment-là, le 9 décembre, un crayon, un papier, parce qu'on va vous suggérer des livres de différentes natures, soit en poésie, en roman, en littérature jeunesse, et puis bien entendu, il va y avoir également Jean-Pierre Veillet va nous parler de son plus récent. Voilà, parce que lui-même a écrit un livre. Non seulement il est éditeur, mais il est écrivain aussi, et il va nous présenter son dernier livre. Il va nous parler d'un auteur, Nathan Manon, qui a écrit 3 livres, pratiquement coup sur coup. Cette personne-là ne sera peut-être pas nécessairement là, à cause du fait qu'elle crée un peu les effets de la COVID, mais elle va nous en parler. Donc, ça va être une émission avec quelques petites surprises très agréables. Je tiens à vous remercier encore une fois, CTRB, Kevin, Claude Sauvageau, et puis vous, surtout, vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, parce que cette émission-là, c'est pour vous. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si vous aimez un livre, vous m'en faites part. Et je vous dis un gros merci. À la prochaine.